Jeudi 22 septembre, je suis allé à l'initiation du club œnologie. Ça a commencé, je pense, à 19h30 ou quelque chose comme ça. On a testé 8 vins et en fait, les gens, à ce moment-là, ils nous demandent, les personnes qui organisaient nous demandaient l'avis des gens dans la salle. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient des trucs super enfin, stylés sur les trucs qu'ils goûtaient et tout. Moi, personnellement, j'arrivais juste à distinguer qu'à chaque fois, les vins changeaient. Enfin, j'étais très mauvais. À la fin de la séance, on a eu du bon fromage, du bon pain à manger, et c'était comme ça après pour les séances d'après. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, et du coup j'ai décidé que j'allais y retourner ensuite. Et les séances suivantes, c'était un peu différent, c'était plus un représentant d'un vignoble qui venait présenter les vins du vignoble, et il expliquait, et on goûtait, etc. Ensuite, le mardi 27 septembre, j'ai reçu mon premier salaire de l'ENS, il était de 1307,68 euros. C'était le premier salaire de ma vie, et avec un an de recul sur le salaire, je peux dire que j'avais vraiment une chance, enfin, j'ai eu une chance vraiment inouïe. Enfin, on a une chance vraiment inouïe à l'ENS pour ceux qui rentrent sur concours et qui sont élèves de recevoir un salaire. Parce que moi, personnellement, je suis devenu indépendant financièrement à 19 ans. Et ça m'a permis, par exemple, de ne pas me soucier des tracas du quotidien. Et ça, je pense que ça enlève un énorme poids sur la vie de tous les jours. Et ça permet aussi de se faire plaisir et de profiter de la vie. Parce que, enfin, on est dans le 5e arrondissement, il y a pas mal de choses à faire à Paris. Je pense que ça permet de se faire plaisir, quoi. Et ça permet aussi, peut-être, de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire sans. Donc c'est vraiment une énorme chance. Et en plus du salaire de l'ENS, moi j'avais un salaire avec Optimal et j'avais aussi un salaire avec l'école. Enfin, c'est pas vraiment un salaire parce que c'était pas très régulier, mais j'ai gagné un peu d'argent aussi avec l'école. Et il y a quelques affirmations auxquelles j'aimerais bien répondre ou commenter que j'ai eues pendant l'année. La première, par exemple, c'est tu as pas besoin de cet argent. Alors les questions sous-jacentes, c'est à quoi me sert cet argent? Actuellement, il me sert à rien. Clairement, j'en ai pas besoin du tout. J'ai pas du tout tout dépensé. Mais enfin, ce qui est important, c'est plutôt dans le futur à quoi il me servira. Et là, je sais vraiment pas. J'ai des projets, donc probablement que j'aurai besoin de cet argent. Donc, enfin, pour moi, on peut pas me dire que j'ai pas besoin de cet argent. Ce qui compte, c'est plutôt dans le futur et peut-être qu'il me servira. Et la deuxième affirmation, c'est tu devrais donner des cours gratuits. Enfin, la logique, c'est que comme j'ai déjà un salaire de l'ENS et que je donne des cours payants en plus, je pourrais faire à la place des cours gratuits. Alors, les questions que je pose, c'est pourquoi est-ce que je devrais donner des cours gratuits? La première réponse qu'on me donne, c'est tu devrais donner des cours gratuits parce que tu n'as pas besoin de l'argent. Là, pour moi, ça c'est une réponse absurde encore parce que j'ai pas besoin d'argent maintenant, mais dans le futur, tu sais pas. Et puis même dans le cas où j'ai pas besoin d'argent en fait dans le futur, euh, plus d'argent, ça me fait pas de mal, donc je vois pas pourquoi je devrais pas gagner plus d'argent. Et en fait, pour moi, ça c'est une mauvaise réponse parce que répondre en disant que c'est bien ou pas bien pour moi de gagner de l'argent ou ça, enfin pour moi, ça c'est pas une bonne manière de répondre. La bonne manière de répondre enfin de répondre d'expliquer pourquoi je devrais donner des cours gratuits pour moi, c'est de raisonner en discutant de l'impact de l'argent sur les autres et non pas sur moi. Et du coup, il y a un deuxième type de réponse qui est tu devrais donner des cours gratuits pour aider à l'égalité des chances au niveau de l'argent. Euh, Moi, ça, c'est une réponse qui m'est totalement acceptable. Juste, je précise pour l'égalité des chances, ça veut dire, pour moi, en tout cas, enfin, je pense que c'est une définition assez générale qui convient à tout le monde, je veux dire. Ça veut dire, égalité des chances, ça veut dire que le parcours d'un individu ne doit pas dépendre du parcours de ses ancêtres. Donc, quand on me répond que je devrais donner des cours gratuits pour aider à l'égalité des chances, déjà, il y a deux cas, pour moi, il y a deux cas de réponse, deux axes de réponse totalement envisageables et qui me vont très bien. On pourrait très bien dire, premier cas, que tout simplement on n'a pas envie d'aider à l'égalité des chances. Alors attention, ça ne veut pas dire que on est contre, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'égalité des chances, mais il y a vraiment l'idée que c'est pas parce que je pense, moi personnellement, c'est pas parce que moi personnellement je pense qu'il faut aider pour l'égalité des chances que tous les autres gens doivent faire pareil. Et je peux très bien comprendre personnellement qu'il y a des gens qui n'aient pas envie et pour aucune raison, juste ils n'ont pas envie et je peux très bien comprendre. Donc ça c'est le premier cas de réponse. Et le deuxième cas de réponse où les gens répondent que oui ils ont envie d'aider à l'égalité des chances. Et je pense que c'est mon cas. Maintenant, je vais juste donner trois arguments pour expliquer pourquoi, personnellement, j'ai préféré donner des cours payants, même si j'ai envie d'aider à l'égalité des chances. Alors, le premier argument, c'est que tout simplement, je pense qu'en sciences, en tout cas dans mon parcours, l'argent, il n'est pas du tout nécessaire pour réussir. Il y a beaucoup de choses qui sont pas chères ou gratuites. Par exemple, la prépa, elle est totalement gratuite. Il y a juste l'inscription à la fac maintenant. Mais moi, quand j'y étais, c'était totalement gratuit. Les livres, on a très peu de livres à acheter. Je pense que j'ai dû dépenser enfin, mes parents ont dû dépenser pour 50 ou 100 euros pour les 2 ans. Et au niveau du logement, si t'es boursier, déjà t'es bien aidé. Et pour les concours, par exemple, le NS c'est gratuit. Et les autres concours, c'est gratuit si t'es boursier. Donc il y a vraiment pas beaucoup de dépenses à l'ENS. Et en plus, si on parle au niveau des cours et de l'aide personnalisée,
c'est très possible pour un élève à la fin du cours d'aller voir son prof et lui demander, de lui poser des questions. En tout cas, moi, à l'endroit où j'étais, c'est totalement possible. C'est arrivé plein de fois qu'il y a des élèves qui, à la fin du cours, aillent voir le prof et posent des questions. Et enfin, il y a plein d'autres élèves qui peuvent t'aider. Et personnellement, quand je fais cours, enfin, à Optimal, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois de rester une demi-heure après avec les élèves pour juste répondre aux questions de leur DM. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression, en fait, mon premier argument, c'est que j'ai pas l'impression de pénaliser les élèves pénaliser les élèves qui auraient pas d'argent en donnant des cours payants à certains endroits. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire de prendre des cours en plus pour réussir. Ça peut aider, bien sûr, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Mon deuxième argument, c'est que je donne déjà, je pense, beaucoup de temps sur d'autres projets, comme par exemple ma chaîne YouTube avec mes tutoriels Python que j'avais fait il y a plus longtemps, ou les vidéos là sur mon parcours. Et j'ai des projets encore dont je reparlerai dans la suite de la vidéo. Et ça, c'est des projets, je pense, qui aident à partager les connaissances et du coup à rendre gratuites des connaissances qui auraient pu être payantes ou accessibles que à certains endroits. Donc je pense que de cette manière-là, je contribue déjà à l'égalité des chances. Et mon troisième argument, c'est un peu lié à ce que j'avais pu répondre plus avant, c'est que l'argent gagné maintenant, il me permettra d'aider beaucoup plus, je pense, peut-être même 100 fois plus dans le futur que si j'avais pas d'argent. Personnellement, j'ai des projets pédagogiques qui vont, je pense, nécessiter beaucoup d'argent, dont un qui nécessitera énormément d'argent. Je sais vraiment pas si un jour je pourrais le faire. Mais je pense que du coup, l'argent que je gagne maintenant, il me permettra. Je dis pas que je réutiliserai du tout pour cette cause-là, mais il y a une bonne part. Il faut se dire que l'argent qui est là, il pourra peut-être m'aider à aider beaucoup plus pour l'égalité des chances dans quelques temps. Et en plus, juste pour clôturer sur le salaire, certes, je donnais des cours à Optimal pour avoir un peu plus d'argent, mais enfin, et l'école aussi, enfin, je le nie pas du tout, mais il y avait vraiment un autre point, c'est que enfin, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres expériences, et Optimal et l'école m'ont permis d'avoir ceci, donc enfin, ça me permettait vraiment d'expérimenter pour de bon le métier de prof. Le jeudi 29 septembre, il y a eu la sélection pour les ACM à Porto, au Portugal. C'est une compétition de programmation entre les universités européennes. Elle dure 5 heures, il y a une dizaine de problèmes et les personnes sont regroupées par équipe de 3. Et chaque année, l'ENS envoie 3 équipes de 3 personnes, tout frais payé. Mais comme il y a eu trop de candidats, il y a eu des qualifications à l'ENS. Alors, c'est pas du tout obligatoire hein, d'y participer, c'est pour ceux qui veulent. Donc, il y a eu des qualifications. Elle durait 5 heures en fait, et on avait un ensemble de problèmes. Enfin, le but c'était de reproduire une compétition. Ça durait de 19 heures. Enfin, pour moi, en fait, on pouvait y aller un petit peu quand on voulait. Pour moi, j'ai commencé à 19 heures et j'ai fini à 1 heure du matin. Et j'ai fini en fait 10e sur 12e. Du coup, j'ai pas été pris. Et ensuite, ceux qui ont été pris, je pense que c'était le week-end du 19 et 20 novembre, et ben, ils sont allés à la compétition. Et Ulm a fini premier en Europe du Sud-Ouest. Donc eux, où ils sont allés à Porto, là, c'était la compétition pour les pays de l'Europe du Sud-Ouest. Ils ont fini premier et ensuite ils sont partis à la finale mondiale. C'était en mai 2017 et ils ont fini 34e. Le samedi 1er octobre, je suis allé avec des amis à la Nuit Blanche à Paris. En fait, c'est plein de lieux, des musées, des églises, etc., qui sont ouverts et visitables gratuitement. Donc c'est vraiment très sympa. Le mardi 4 et jeudi 6 octobre, j'ai rendu mes dossiers d'inscription pour la licence à la fac donc, et le diplôme de l'ENS. Bon, c'était assez pénible de faire tous les papiers. Enfin, il y a vraiment pas plein de papiers à donner. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est de scanner tous vos dossiers. Comme ça, l'année prochaine, quand ils vous le demanderont, bah, vous aurez déjà tout sous la main et vous imprimerez. Là, ça sera ultra rapide. Ensuite, le mercredi 5 octobre, je suis allé à l'AG. C'est l'Assemblée Générale du COF. Et en fait, le concept, c'est qu'ils débriefent sur les événements qui sont passés ou sur les événements futurs, etc. À celle où je suis allé, ils parlaient du méga par exemple, donc le week-end d'intégration qu'on avait eu avant, et des coûts, des différents financements, etc. C'était vraiment très intéressant. Enfin, ça permet en fait de connaître la vie de l'école, son fonctionnement, etc. À certaines AG aussi, il y a des votes qui ont lieu. Enfin, à tous les AG, il y a des votes pour diverses raisons, mais souvent il y a des votes à certaines AG pour les budgets que le COF va allouer au club. Donc du coup, il y a souvent plein de votes. Et il y a aussi des AG pour le BDS. C'est à peu près la même chose que le COF, mais pour les événements sportifs. Et vous pouvez de toute façon trouver des comptes rendus sur leur site respectif. Le jeudi 6 octobre, on a une soirée en cafette. En fait, chaque jeudi soir, pendant toute l'année, il y avait pour différents motifs, il y avait des soirées. Et aussi, après, il y en avait des fois le week-end, etc. Donc tous les jeudis soirs, c'était une soirée assez cool. Et, bon, des fois, c'était un petit peu dur de se lever le vendredi matin, mais c'était en général des soirées assez cool. Le samedi 8 octobre, il y a eu le retour des Normaliens à Fermat et il y avait eu le retour des Polytechniciens une semaine plus tôt. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décoré la salle avec des tags, enfin
ils ont typiquement tagué le nombre, enfin, le nombre de personnes qui avaient intégré les ENS, etc. Enfin, c'est ça doit totalement dépendre selon les écoles et tout. Moi, j'ai pas pu y aller personnellement parce que je donnais des cours à Optimal. J'étais aussi à ce moment-là, enfin, assez triste de pas pouvoir y aller. Mais encore une fois, enfin, il faut que, enfin, c'est un choix et je dois assumer les conséquences. C'est pas du tout la faute d'Optimal. Et ben, enfin, moi, j'ai assumé. C'était assez dur, mais il fallait assumer. Et du coup, le samedi, j'ai eu des cours à Optimal. Et en fait, j'ai eu mon premier cours du cycle annuel à Optimal. C'était le samedi après-midi. Parce que pendant les semaines d'avant, j'avais eu les cours à l'essai, mais là, ça se finissait. Et là, pour de bon, j'avais une vraie classe. Donc, j'ai eu une classe pendant toute l'année, j'ai eu une classe de MPSI. Donc, juste comment ils procèdent, bah, ils procèdent par groupe de niveau. Alors, je sais pas comment exactement ils font les niveaux, mais ça procédait par groupe de niveau. Donc, la classe de MPSI, il y avait 10 élèves à peu près. Ça varie sur les semaines parce qu'il y a des élèves qui sont pas là, d'autres qui arrivent. Enfin, c'est rare qu'il y ait tous les élèves d'un coup. Donc, on va dire que la classe, il y avait 11-12 élèves maximum. Et ils viennent de différents lycées parisiens. Et ensuite, donc d'abord j'avais une classe de MPSI pendant toute l'année, et puis après j'ai eu une classe, enfin après le cours de MPSI, j'avais une classe de BCPST, SPE, et cette classe a été composée de 3 élèves. Il y avait un 5,5 et 2 personnes de la même prépa. Alors juste, c'est assez rare quand même qu'il y ait que 3 élèves par classe. Je pense que là c'était une année assez spéciale. Là, à ce moment-là, j'ai donné mon premier cours et j'allais suivre cette classe pendant le reste de l'année, enfin ces 2 classes pendant le reste de l'année. Et juste, je vais vous parler un petit peu de mon organisation pendant l'année pour les cours à Optimal. Donc, ce que je faisais, c'est que le samedi matin, je préparais les cours. Donc, ça consistait en quoi préparer les cours? Pour moi, ça consistait en relire tout simplement le cours. Euh, et je soulignais les choses qui étaient à appuyer, c'est-à-dire les endroits où il y avait vraiment des subtilités et que je me disais peut-être les élèves auraient du mal, histoire de vraiment savoir déjà les passages qui peuvent bloquer et poser des questions dessus. Et ensuite, je préparais des exos. Et pour préparer les exos, ça veut dire bien connaître déjà les listes d'exos que Optimal propose, parce que Optimal donne des polis à ses élèves. Du coup, j'avais le poli pour le préparer. Et le poli comprend le cours, une fiche de méthodologie et des listes d'exos corrigées. Du coup, moi, quand je préparais les exos, bah déjà, je regardais l'intégralité des exos pour bien tous les connaître. Parce que des fois, je prépare des exos, mais les élèves les ont déjà fait. Et puis, en fait, finalement, ces exos n'est pas si bien. Donc, il faut avoir des solutions de secours, entre guillemets. Donc, il faut déjà bien connaître toute la liste des exos. Ça implique de tous les regarder. Et, bah, peut-être pas tous savoir les faire, mais enfin, normalement, je savais à peu près tous les faire. Et en plus, il faut savoir à peu près ce que font travailler chacun des exos. En gros, il faut maîtriser la liste des exos proposés par Optimal, je pense. Et je vous conseille aussi de ne vraiment pas improviser, parce que si jamais vous improvisez, il y a quelque chose qui se passe mal, ben vous allez paniquer, vous n'allez pas trouver la solution et ça va pas paraître pro du tout. Moi, ça m'est arrivé une fois de pas avoir préparé en fait, parce que, enfin, genre, j'étais arrivé et puis on m'a dit en fait tu vas pas faire ça, il faut que tu fasses. Enfin, les élèves voulaient pas du tout faire ça, ils voulaient faire autre chose. Du coup, j'ai dit bon bah on va faire autre chose. Et puis à un moment où genre bah, je savais pas exactement comment il fallait résoudre. Et dans ce cas-là, bah tu bats, enfin, il y a un moment de balotage et c'est pas du tout agréable, je trouve. Enfin, moi, j'étais pas du tout confiant et j'ai pas du tout aimé ce moment. Après, les élèves l'ont pas forcément énormément ressenti. Je sais pas, en tout cas, ils ont été sympas et ça s'est plus jamais repassé après dans l'année. C'est arrivé une seule fois, mais je conseille vraiment de pas improviser. Enfin, bon, vous verrez, mais je vous conseille vraiment de pas improviser. Et concernant le temps de préparation, bah, ça me prenait à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Au début, je pense que ça me prenait plus 2 heures pour préparer mes heures de cours l'après-midi. Et après, ça me prenait plus 1 heure et demie. Et ensuite, ben, du coup, l'après-midi, j'allais à Optimal pour donner les cours. Donc j'avais le cours de MPSI. C'était en général, chaque chapitre diffère chaque semaine. Donc chaque semaine, on faisait un nouveau chapitre. Et grosso modo, tous les cours de sup sont traités. Il y a peut-être 1 ou 2 cours qui ne le sont pas. Et ce que je faisais surtout, enfin c'est Optimal qui veut ça, c'est que à la fin de chaque séance, on choisisse le chapitre de la semaine prochaine, vraiment dans l'idée d'adapter l'ordre des chapitres. C'est pas, je veux dire, c'est pas on dit tel jour, telle semaine, c'est tel chapitre et point barre et on change rien. Non, c'est plutôt, on demande à chaque fois à la fin des séances aux élèves quel est le chapitre sur lequel vous êtes en train de travailler ou que vous voulez faire la semaine prochaine et on choisit le chapitre en fonction de ça. Mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas de répétition dans les chapitres et qu'on ne traite pas 3 fois le même chapitre et puis 0 fois un autre chapitre. Et aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner les cours de sup parce qu'il y avait beaucoup d'interactions mathématiques intéressantes. Les élèves posaient souvent des questions intéressantes et on a traité des fois quelques exos qui étaient vraiment pas faciles. Donc c'est un challenge un peu pédagogique d'essayer de faire ces exos-là avec les élèves. Et ensuite, j'avais le cours de bio. Là aussi, chaque semaine, on faisait un chapitre différent. C'était un petit peu moins intéressant mathématiquement pour moi le cours, mais enfin, j'ai quand même beaucoup aimé enseigner avec ces élèves. Hein. Enfin, si vous me regardez, j'ai passé une très bonne année avec vous.
enfin, vous étiez très sympa, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que comparé au MPSI, le niveau de requis en BCPST est quand même un peu plus faible, et du coup, des fois, ben, c'est un peu plus facile pour le prof, et du coup, on prend un petit peu moins de plaisir, voilà. Et ce qu'on faisait, c'est que cette fois-ci, les chapitres, je les demandais pas la fois d'avant. Le chapitre qui voulait travailler pour la fois d'après, je le demandais pas à la fin du cours. Comme on n'hésitait pas beaucoup, c'était que trois, on avait une discussion Facebook et le jeudi ou le vendredi soir, juste avant le cours, je demandais ce qu'ils voulaient faire et j'adaptais en fonction de ça. Donc c'était un petit peu, ma manière de procéder était un petit peu différente avec ce cours-là. Ensuite, le dimanche 9 octobre, je suis allé voir la page SCEI parce qu'à ce moment-là, ils avaient mis les résultats pour les concours de mon année. Et j'ai vu que j'étais officiellement dernière année à l'ENS, 16e, et c'est assez historique, je pense, comme classement. Du coup, je remercie énormément les 4 personnes avant moi qui se sont désistées. Merci beaucoup si vous voyez cette vidéo. Le mardi 11 octobre, on a eu une soirée porte ouverte pour nous présenter les stages chez Google. En fait, 2 semaines avant, dans la mailing list du DI, il y a eu un mail qui a circulé disant que Google organisait une soirée de présentation des stages chez eux ce mardi-là. Du coup, je me suis inscrit parce que, comme je l'ai dit l'année dernière, je pense dans ma vidéo, je ne sais pas du tout ce que je vais faire et peut-être que travailler dans une entreprise où ça peut vraiment m'intéresser. Du coup, je me suis dit c'est une bonne opportunité d'aller chez Google et d'entendre parler de ce qu'ils font. Du coup, je me suis inscrit et j'y suis allé. Alors, j'y suis allé en vélo, comme pour la majorité de mes déplacements. Ça me prenait à peu près 25 minutes. Je sais plus exact. C'est dans le 8e arrondissement, je crois, de Paris. Le rendez-vous était à 18h30. Du coup, je suis allé à Google France. Les locaux sont vraiment super beaux. Et il y avait une autre personne de l'ENS avec moi, mais j'ai pas vu d'autres personnes pas beaucoup d'autres personnes de Ulm. Mais il y avait par contre, enfin, beaucoup de personnes de Paris, plein d'autres écoles, des écoles plus vraiment spécifiques en info. Et on a eu plusieurs conférences sur les stages. Alors globalement, bien sûr, ils ont commencé par nous expliquer la procédure pour faire un stage. Donc par exemple, pour faire un stage en février, il faut avoir postulé, je pense, avant fin octobre. Ils nous ont expliqué aussi ce qu'ils attendaient du niveau, etc. Ils ont montré aussi plein de projets qu'ils faisaient à Google. Ils ont parlé du 25%, ou je sais plus, enfin il y a un pourcentage en fait dans leur temps de semaine où ils peuvent faire un projet autre que celui de Google. Et souvent en fait ça c'est une bonne idée parce que les gens développent un projet qui leur est cher euh, dans leur coin et puis à la fin Google ils utilisent Google pour vraiment le développer plus grandement et du coup il y a plein de projets de Google qui sont nés comme ça en donnant juste un jour de la semaine aux salariés pour travailler sur le projet qu'ils veulent, autre peut-être qu'un projet Google. Donc ils nous ont parlé de ça et nous ont aussi parlé des conditions de travail à Google et ils nous ont dit que le stagiaire est considéré comme un salarié lambda et du coup ça implique que il a le même salaire qu'une personne de chez Google et aussi les mêmes conditions de travail. Et j'ai pris des vidéos de Google parce que c'est vraiment super beau, je vous les montre plus tard dans la vidéo. Le samedi 15 octobre, le matin, je suis allé à la présentation du GIX à l'Institut Henri Poincaré. J'en ai parlé un petit peu plus avant dans la vidéo. En fait, ils proposent d'organiser des ateliers scientifiques dans les lycées, c'est-à-dire un exposé puis des ateliers. Et moi, personnellement, quand je suis allé à la présentation, j'avais vraiment envie de faire un exposé plus tard dans l'année, mais j'en ai pas fait cette année en fait parce que j'avais pas vraiment le temps. Donc, je vais essayer peut-être l'année prochaine d'en faire un. Et ensuite, le soir, je suis allé au premier one man show. Je suis allé voir mon premier one man show. C'était le one man show de Mustapha El Atrassi. C'était au petit point virgule, c'est dans le 4e, juste à côté d'Optimal. Et juste là, je vais parler très rapidement des techniques pour trouver un one man show ou un spectacle, si vous voulez. Alors, enfin, c'est vraiment pas des techniques incroyables, vraiment pas du tout. Ça se trouve, tout le monde les connaît. En tout cas, moi, je les connaissais pas vraiment et j'ai mis quelques temps pour les trouver. Donc, technique numéro 1, c'est de tout simplement lister les humoristes que vous connaissez et de regarder sur leur site internet s'ils ont un spectacle. Il y a beaucoup de chances qu'ils jouent sur Paris, donc il y a beaucoup de chances que vous trouviez quelque chose. Ça, c'est pratique pour avoir des spectacles à long terme, pour voir prévoir dans 5 mois d'aller voir quelqu'un. La technique numéro 2, c'est tout simplement de regarder sur les sites internet qui référencent des spectacles. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Billets Réduc. Ils ont beaucoup de spectacles référencés et beaucoup de critères de recherche. Il y a des fois des réductions. Par contre, si vous réservez des places, je pense que c'est assez peu souple. Et c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment choisir où est-ce que vous allez être placé, etc. À vérifier, mais je pense que c'est le cas. Et juste, il y a une petite remarque, enfin, c'est pas pour vous, c'est plutôt moi, je me suis fait une petite remarque. J'ai remarqué un petit truc, c'est que le nombre de spectacles à Paris est juste incroyable en fait. Si je compare Paris à ma ville, Montpellier, ça n'a juste rien à voir. Je me rappelle plus, mais je crois que vers les périodes de Noël, j'avais regardé les nombres de spectacles dans ma région, et c'était genre sur le site Billets Réduc, il y avait à peu près 5 pages de spectacles référencés, et à Paris, il y en avait, juste dans le 75, il y en avait 100 ou 110. Alors peut-être qu'ils ne référencent pas beaucoup de spectacles dans le sud, mais je pense que tous les spectacles étaient référencés. C'est juste pour montrer la différence la différence de spectacle entre Paris et Montpellier. Du coup,
quasi sûr que si vous cherchez un humoriste que vous aimez bien, il fasse un spectacle à Paris. Et même des fois, il fait 20 dates à Paris et une dans la ville d'où tu viens. Et du coup, quand je suis allé voir ce premier humoriste, bah, je me suis dit que je pouvais aller voir ensuite d'autres. Et du coup, à d'autres moments dans l'année, je suis allé voir d'autres humoristes. Alors, je vous donne juste des noms, c'est pour vous donner des idées ou je sais pas. Pas vraiment, enfin, moi, je m'en fiche un peu de les raconter, mais je vous donne ça pour que vous ayez des idées. Donc, par exemple, je suis allé voir Farid le 20 novembre. Je l'avais vu à On n'est pas couché, il me faisait rire. C'était au Grand Point virgule dans le 15e. Et ensuite, je suis allé voir Gaspard Proust le 3 décembre. Lui, je l'ai découvert en début de prépa grâce à une personne. Et c'était à la Comédie des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement, pas loin de la Tour Eiffel. Et ensuite, je suis allé voir Fabrice Lucchini le 1er février. Lui aussi, je l'avais vu. Ça, c'était bien avant la prépa, on n'est pas couché. Et puis après, j'avais regardé quelques vidéos de lui, etc. Je suis allé au théâtre Montparnasse dans le 14e pour le voir. Et j'ai beaucoup utilisé ces deux techniques pendant l'année pour voir plein d'autres spectacles. Le dimanche le 16 octobre, il m'est arrivé une catastrophe. Alors peut-être que le mot est trop important pour ce qui m'est arrivé, mais pour moi c'était quand même assez grave. En fait, pour les cours d'info, on utilisait plein de nouvelles technologies que j'avais pas vraiment l'habitude d'utiliser. Enfin, c'était pas vraiment nécessaire, mais c'était beaucoup mieux si on les utilisait. Enfin, si même c'était nécessaire à certains moments. Du coup, c'était assez difficile de l'utiliser sur Windows, le système d'exploitation que j'utilisais depuis toujours, et c'était beaucoup plus facile de l'utiliser sous Linux. Du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer de changer de système d'exploitation et de mettre Linux. Donc j'ai choisi de prendre Ubuntu et j'avais deux disques, un disque Windows et un disque avec toutes mes données. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un petit peu de place pour Windows pour mettre Ubuntu dessus. Du coup, le samedi, j'ai essayé de faire l'installation d'Ubuntu, mais c'était la galère. Et à un moment, en fait, j'ai besoin de remettre à zéro ma clé USB parce que j'avais pas la bonne version d'Ubuntu, ou je sais plus vraiment exactement. Et à ce moment-là, ma clé USB était représentée par la lettre B dans Ubuntu. Et le dimanche, quand j'ai continué, bah, j'ai eu besoin de remettre à zéro ma clé USB. Je sais plus vraiment pourquoi. Et j'ai sélectionné du coup la lettre B qui représentait ma clé USB. Et j'ai appuyé sur effacer. Et en fait, une fois que j'ai cliqué sur effacer, je me suis rendu compte que la lettre B, elle représentait plus à ce moment-là, elle représentait plus la clé USB, mais en fait mon disque dur avec toutes mes données. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, j'avais supprimé toutes les données que j'avais sur mon disque et j'avais aucune sauvegarde, vraiment aucune sauvegarde. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu enfin, c'était vraiment la pire sensation de ma vie parce que je venais de perdre absolument toutes mes données. Et j'avais une sensation de, je sais pas, de nudité. J'avais l'impression qu'on m'avait tout enlevé, que j'avais plus rien de vide, quoi. Enfin, vraiment, j'avais rien. Et j'avais perdu toutes les photos, toutes les vidéos, par exemple, toutes mes vidéos YouTube, tous mes montages, etc. Tous mes souvenirs de photos, de vidéos, tous mes travaux d'école que je gardais depuis absolument le début, depuis que j'avais un ordinateur, tous mes travaux que j'avais en cours à faire pour l'ENS, là. Par exemple, j'avais un exposé d'anglais à faire, bah, j'avais tout perdu. Tous mes travaux à côté, par exemple, tous mes sites internet, tous mes programmes. Et j'avais passé genre, enfin, des soirées, des week-ends et même des vacances à programmer. J'avais absolument tout perdu. Enfin, j'avais encore quelques sauvegardes sur mon serveur, donc ça, à la limite, mais bon, enfin, il y avait beaucoup de programmes que j'avais jamais mis en ligne ou quoi, que j'avais perdu. Et toutes mes idées aussi de ce que je faisais, enfin, pendant l'année et depuis quelques temps, c'est que toutes les idées de projets que j'avais et tout, je les notais sur mon ordinateur. Il y avait plein d'idées de projets que j'avais pas du tout commencé encore. Et ben, j'avais absolument tout perdu à ce moment-là. Et aussi toutes les choses que je devais faire, etc. J'avais vraiment tout perdu. À ce moment-là, j'étais vraiment désespéré, quoi. J'étais vraiment pas bien, quoi. Mais en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, on va chercher sur internet. Et en fait, après quelques recherches, j'ai compris qu'en fait, les données n'étaient pas vraiment supprimées. En fait, ce qui se passe quand vous cliquez sur effacer un disque, c'est effacer les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, dans la mémoire, c'est des bits de 0 et 1. Effacer, vraiment, ça voudrait dire mettre tous les bits à 0. Et du coup, dans là, bah, il n'y a plus aucune donnée. Il n'y a vraiment plus aucune donnée. En fait, ce que ça fait quand vous effacez un disque, c'est en gros, il supprime tous les liens vers un fichier. C'est une partie de la mémoire. Et en gros, il supprime le lien vers ce fichier. Du coup, vous savez plus vraiment où se trouvent vous avez perdu tous les liens et vous savez plus la liste des fichiers. Mais les bits sont encore marqués. Les bits, les 1 et les 0 de la donnée qu'il y a dans le fichier sont encore marqués. Et du coup, après des recherches, j'ai pu trouver un logiciel qui permettait de restaurer en fait toutes les données. C'était un logiciel Windows. Bon, il était payant, mais j'ai trouvé une solution. Bon, voilà. Après 4 heures ou 5 heures, c'était ultra long de temps de restauration et tout. J'ai récupéré toutes mes données. En fait, il y avait juste quelques petits problèmes. Il y avait quelques PDF qui ont été erronés et que j'ai perdu, mais c'était rien de grave. J'ai pu les récupérer. Enfin, du coup, j'ai récupéré absolument toutes mes données. J'étais de nouveau ultra content. Et la morale de cette histoire, si je vous raconte ça, c'est vraiment que je pense qu'il faut penser à sauvegarder
ces données. Il pourrait y avoir plein de raisons de perte. Moi, j'ai fait une bêtise là, enfin, je me suis trompé dans le numéro du truc, mais on pourrait très bien vous voler votre ordinateur ou que vous ayez un problème technique, votre disque il saute. Ça m'est arrivé qu'un disque saute, mais heureusement, c'était pas le disque où j'avais mes données, c'était un autre disque. Du coup, il y a plein de raisons de perdre, que vous pourriez perdre vos données, et je vous conseille vraiment de faire des sauvegardes sur un disque dur externe. Dans ce cas-là, enfin, pour avoir vraiment une solution de secours, et si jamais vous avez un problème de tout restaurer. Aussi, ça montre un autre truc, ça montre que du coup il faut faire des sauvegardes, mais aussi ça montre à quel point le disque dur où il y avait mes données m'était cher. Et en fait, je m'en étais jamais rendu compte que juste perdre un disque dur, ça pouvait avoir autant de conséquences sur moi-même. Peut-être que, enfin, tout le monde le voyait, mais moi en tout cas, j'avais pas vraiment pris conscience de ça. Et à la fin, finalement, après quelques temps de travail, ben, j'ai installé Ubuntu. C'est d'ailleurs ce que j'utilise depuis. J'ai jamais changé, je suis jamais revenu à Windows, à part là pour faire du montage vidéo. Mais enfin, sinon, j'utilise absolument tout le temps Windows. Et c'est beaucoup plus pratique pour programmer. Et aussi, maintenant, je fais des sauvegardes très régulièrement de mes données. Donc, ça a bien changé ma manière de travailler à la fin. Mercredi 19 octobre, ensuite, je suis allé à la présentation du Collège des ingénieurs. Alors j'ai pris quelques notes, du coup je vais pouvoir vous en parler rapidement. En fait, c'est un collège qui propose un MBA, c'est un Master Business Administration. Ils sont assez sélectifs de ce qu'ils disaient, et il y a beaucoup de gens de Ulm qui y vont. Alors beaucoup, je sais pas ce que ça veut dire, on va dire il y a des gens de Ulm qui y vont. Quand est-ce qu'on peut le faire pendant une césure par exemple, ou pendant la fin de la scolarité, ou durant la thèse. Ils ont 3 lieux pour faire le MBA. Je pense que c'est pas 3 lieux fixes, c'est-à-dire qu'on se déplace entre les 3 lieux. Il y a en Allemagne à Munich, en Italie à Turin et en France à Paris. Et le coût, en fait, c'est aussi très intéressant le coût parce que c'est gratuit. Il était même financé, en fait, le MBA est financé par les sociétés, par leurs partenaires, les sociétés partenaires, était même rémunéré pendant le MBA. Et enfin, la formation est vraiment tournée entreprise. Là, c'est vraiment un MBA pour aller travailler en entreprise ensuite. Et elle dure à peu près 1 an ou 9 mois, je crois, je sais plus exactement, il faut regarder plus sur leur site internet. Et ça correspond à d'abord une première période de cours, et puis après, c'est une alternance. Ensuite, le vendredi 21 octobre, le soir, j'ai testé pour la première fois le rock. Donc, il y avait un club rock à l'ENS, le Rock 4 temps, comme j'ai dit, et les séances étaient le vendredi soir, à 20 h, je pense, et les gens après pouvaient aller danser librement pour pratiquer ce qu'ils venaient d'apprendre. Du coup, ce vendredi soir, là, j'ai testé pour la première fois le rock. Ça avait commencé depuis 3 semaines déjà à la rentrée, mais à chaque fois, j'y étais pas allé parce que j'ai faim pour diverses raisons. Mais ça posait pas de problème. J'ai pu suivre le rythme à ce moment-là. Au début, je pense que c'est assez cool et ils font des trucs assez indépendants pour pas que ça soit trop pénalisant. C'est des normaliens tout simplement qui font le cours. Là, il n'y a pas de personne à l'extérieur. C'est que des normaliens qui font le cours. Et j'avais jamais fait de danse avant et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une expérience super sympa. Le week-end du 22 et 23 octobre, c'était les vacances scolaires. Alors les vacances scolaires en prépa, à l'ENS, on n'a pas eu de vacances à ce moment-là. Du coup, j'ai donné un stage Python chez Optimal toute la journée. Et le but, alors les cours que je faisais à l'année, c'était maths et là c'était Python. Le but de ce stage, c'était tout simplement de faire réviser tous les PT depuis le début de la sup aux élèves. Enfin, on révisait la sup, mais on passait quand même moins de temps sur la sup. Et enfin, l'idée, c'est vraiment de passer du temps sur ce que les élèves n'ont pas compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on remettait tout le monde à niveau pendant ce stage-là. Au niveau du cours, enfin, bien sûr, comme les cours que je faisais dans le cycle annuel, les stages aussi, on fait une partie cours et une partie exo. Le format est un petit peu différent, mais il y a les deux. Le cours était déjà fait, enfin, j'avais déjà une base de cours donnée par quelqu'un qui avait fait le stage avant moi. Et pour les exos, par contre, j'ai refait un poly, j'ai fait mon propre poly d'exo. Et là aussi, ça prend du temps de faire un poly finalement, parce que moi, personnellement, j'essayais de bien couvrir toutes les thématiques qu'on pouvait avoir en prépa. Alors, mon poly n'était pas énorme, hein. Enfin, je veux dire, il faisait quelques pages, de 4-5 pages, 3-4 pages plutôt, je dirais. Et bien sûr, à ce moment-là, quand j'ai fait la première version, il y avait des coquilles, il y avait quelques coquilles, il y avait aussi des trucs qui n'étaient pas vraiment parfaits, etc. J'ai dû aussi faire l'emploi du temps, c'est-à-dire prévoir le temps de cours qu'on faisait à chaque fois, le temps d'exo et comment les répartir pendant le week-end. J'ai beaucoup aimé ce stage et il m'a fait pas mal progresser en tant que prof, je pense, parce que ça nécessite par exemple de savoir gérer les élèves qui vont plus vite que d'autres. Quand je donne, par exemple, il y avait des plages où je donnais plusieurs exos et il y avait des élèves qui étaient à la fin des exos beaucoup plus rapidement que les autres. Du coup, il faut arriver à savoir gérer parce que soit tu corriges à la vitesse des plus rapides et les plus lents sont. Donc voilà, il faut arriver à savoir gérer un petit peu ça. Et aussi, ça m'a permis de tester des choses dans ma manière de faire cours. Par exemple, à quel moment je dis telle ou telle chose, à quel moment je passe à la correction, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y avait beaucoup d'interactions, comme les cours à l'année. Et en plus, ce que je faisais, c'est que le midi, je proposais d'aller manger avec les élèves. Parce qu'en plus, en général, les élèves n'étaient pas forcément de Paris.
Il y en avait qui venaient du reste de la France. Du coup, le midi, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait manger ensemble. Souvent, on se mettait en face du centre Pompidou, parce qu'Optimal est juste à côté du centre Pompidou, et on discutait. Franchement, j'aimais bien ces moments-là, c'est vraiment cool. On discutait de leur prépa, de ce qu'ils font en dehors, etc. C'était vraiment cool. À la fin d'un stage, en fait, à Optimal, les élèves donnent leur avis et notent les professeurs. Ça permet à Optimal d'avoir des retours sur les professeurs et de pouvoir améliorer le stage, etc. Et pour les professeurs, bah, ça permet d'avoir des retours sur son enseignement. Et en général, j'ai eu des bons retours à chaque fois. Donc j'étais quand même assez content de. Je veux dire, ça motive le prof de voir que le cours plaît aux élèves. Et le dimanche soir de ce week-end-là, on a eu un laser game du DI. J'en dis pas plus là aussi. Le mercredi 26 octobre, on a eu un rendez-vous service carrière. Là encore, je suis allé à un rendez-vous service carrière. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'il y a eu plein de rendez-vous pendant toute l'année, mais à chaque fois, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, et il n'y a que quelques personnes dans l'ENS qui sont allées, mais j'y suis allé à ce rendez-vous service carrière, donc qui était organisé par l'AULM, comme j'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Il concernait la galaxie des startups, donc c'était tout simplement en fait des speed meetings d'une durée de 15 minutes. Il y avait plein d'anciens élèves de l'ENS qui étaient venus, je pense une dizaine, pour discuter de leur entreprise ou de leur startup. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait, on restait 15 minutes avec chacun des normaliens. On n'a pas pu faire tous, moi j'en ai vu 4. Et on posait des questions à ces anciens élèves sur leur travail, etc. Ils nous parlaient peut-être de la formation, ou de tout ce qu'on voulait savoir, de leur société, de leur parcours, etc. Et moi je trouve personnellement que c'était une très bonne initiative de la ULM de faire ça, parce que ça m'a permis de découvrir des carrières et des parcours, et de donner des idées. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails des gens avec qui j'ai parlé, parce que je pense que c'est pas assez général, et je trouve pas que c'est un intérêt assez grand pour en discuter. Mais en tout cas, j'en ai parlé, juste j'ai mentionné ça pour vraiment montrer l'initiative de l'ENS au niveau de la communication autour de travail dans l'entreprise. Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, on a eu un week-end de 4 jours, du coup je suis rentré chez moi et j'ai pas mal travaillé pendant ce week-end parce que j'avais un petit peu de retard de travail. Le mardi 1er novembre au soir, je suis allé voir pour la première fois une pièce de théâtre grâce à une place que j'ai eue grâce au tirage du BDA. Je suis allé voir Don Juan au théâtre de l'Odéon, c'est un très beau théâtre qui est à 10 minutes à pied de l'ENS. J'ai beaucoup aimé. Et après, je suis allé voir d'autres pièces de théâtre. Par exemple, le 24 novembre, je suis allé voir Timon et Titus. Mais en fait, non, en fait, celle-là, je suis pas allé la voir parce qu'on l'a loupé, on s'est trompé de théâtre. Mais je suis allé en voir une deuxième le 15 février. C'était le Misanthrope à la Comédie Française. Et c'est aussi un très beau théâtre. C'est juste à côté du Louvre. Mais comme on n'entendait pas bien, en fait, on était tout en haut et il y avait plein de gens qui toussaient. Ça aussi, il y a un truc que je comprends pas avec les gens qui toussent. Enfin, avant que la pièce commence, il y avait personne qui toussait, mais dès qu'il y a eu la pièce qui commençait, il y avait tout le monde qui toussait. C'était étonnant. Et du coup, à l'entracte, moi je n'avais même pas compris la première partie, j'entendais quasiment rien et je comprenais pas grand chose. Du coup, on est parti à l'entracte. Maintenant, je vais faire juste une petite pause dans le récit, plus ou moins quotidiennement. Je vais vous parler globalement du mois de novembre et de décembre, c'est-à-dire de maintenant jusqu'aux vacances de Noël. Donc, c'était une période assez chargée. Au niveau des cours, je suivais tous les cours, plus on a eu des partiels à ce moment-là qui a rajouté pas beaucoup de temps, ça va. Plus 3 projets d'infos, plus un exposé. Et comme je faisais le projet de compile seul, ça m'a demandé encore plus de travail. Du coup, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Mais ça, c'est dû au fait que aussi j'ai pris beaucoup de cours. Et en plus, on avait pas mal d'événements de la vie étudiante ENS, de l'ENS. Et en plus, j'avais d'autres activités à côté. Donc, j'avais vraiment un emploi du temps assez chargé. Et je vais faire juste aussi un petit point sur les activités et les clubs que j'ai suivis à l'ENS, que j'ai testé, suivi. J'ai testé la fanfare tout d'abord, mais au bout de 2 semaines, j'ai arrêté. Ça prenait trop de temps pour moi. En fait, c'est deux fois 2 heures par semaine. On n'est pas obligé de faire les 2 fois 2 heures, mais c'était quand même pas mal de temps. J'ai testé aussi les pom-pom, l'initiation au méga que j'ai bien aimé. J'avais envie de continuer, mais là aussi, c'était 2 fois 2 heures par semaine et ça m'aurait pris trop de temps. Du coup, j'ai pas testé. Et ensuite, j'ai testé le club rock. J'ai fait aussi 2 séances. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai arrêté aussi. À ce moment-là, en fait, j'ai arrêté début novembre. J'avais testé que 2 semaines avant, mais j'ai arrêté début novembre parce que ça prenait beaucoup de. Je commençais à avoir beaucoup de travail et j'avais pas trop le temps. Et par contre, j'ai continué mais j'aimerais bien reprendre le club rock l'année prochaine. À voir, on verra. Je garantis rien, je me garantis rien, mais on verra. Par contre, j'ai gardé le club œnologie. Donc du coup, j'ai continué jusqu'à la fin du semestre et c'était tous les mercredis à 19h30 et ça durait 2 heures. Juste la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai continué l'œnologie à la place du rock, puisque le rock ça durait moins de temps que l'œnologie. En vrai, je pense que c'était une question de simplicité, parce que c'est plus simple de. On est assis sur une chaise à l'œnologie alors qu'on danse et tout au club rock. Et aussi parce que souvent le vendredi soir on sortait avec des amis. Et puis au club œnologie, je passais vraiment un bon moment, on rigolait, c'était vraiment agréable. Donc c'est pour expliquer pourquoi je pense que j'ai gardé le club œnologie plutôt que rock. Bon voilà pour le petit point de vue global. Ensuite, le jeudi 3 novembre, on a eu un partiel d'un cours d'info.
langage formel, calculabilité, complexité. Le vendredi 4 novembre, c'était la soirée Halloween. Le mercredi 9 novembre, j'ai eu une nouvelle heure de colle pour remplacer un prof pour je crois le vendredi 11 novembre qui était férié, elle pouvait pas faire la colle, je l'ai remplacé. Et le vendredi 11 novembre jusqu'au dimanche 13 novembre, il y a eu les inter-ENS. Donc ça, c'est un événement sportif commun à toutes les ENS. Le lieu cette année, c'était à l'ENS Rennes. Donc en fait, il y a toutes les ENS qui sont allées à l'ENS Rennes. Et l'année précédente, c'était à l'ENS Cachan, mais il n'y a pas eu lieu en fait à cause des attentats. Et l'année prochaine, ça sera à l'ENS Ulm. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce week-end? En fait, c'est un peu comme des mini-JO, sans prétention, hein, mais je veux dire, il y a plein d'activités proposées, des sports co, des sports individuels, des danses, et il y a une équipe à chaque fois par école, et les écoles s'affrontent. Ça, c'est la journée, et la soirée, il y a des soirées. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance. C'était les batailles de fanfares, et puis il y avait les Lyonnais qui avaient des vuvuzelas ou je sais pas exactement. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit. Et forcément, chaque équipe chaque école soutient ses équipes. Du coup, à chaque match, c'est la bataille d'une équipe contre l'autre au niveau des supporters. Donc c'est vraiment très très sympa. Et aussi, il y a l'ENS Pise qui est venue. En fait, je savais même pas qu'il y avait une cinquième ENS. Et il y a une ENS qui est italienne, qui est à l'Italie, donc qui est à Pise, et qui est venue exprès pour les inter-ENS. Et ça, c'était vraiment cool aussi. Et forcément, comme j'étais pas là pendant le week-end à Paris, comme j'étais pas à Paris pendant le week-end, j'ai dû louper mes cours à Optimal. Donc j'ai trouvé un remplaçant. Ça, c'était pas trop compliqué à trouver. C'est le seul cours en fait que j'ai loupé pendant l'année, plus le cours pour la semaine de ski plus tard dans l'année, en fin janvier. Je me suis autorisé à louper les cours pour ces deux raisons-là, parce que c'était vraiment des événements de l'école et j'avais aucune idée de savoir si je pourrais les refaire les années suivantes. Donc pour ces deux raisons-là, je me suis permis de louper les cours à Optimal. Et juste pour les intervenants, j'ai pris quelques vidéos avec mon portable. Du coup, je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Ensuite, le lundi 14 novembre et jusqu'au mercredi 16 novembre, on a eu les partiels de maths, donc j'en avais 3. En vrai, c'était pas forcément idéal d'aller aux intervenants juste avant, parce que pour les révisions, c'était pas top top, mais comme je révisais toute l'année, enfin, j'avais révisé depuis le début, ça allait, c'était pas trop dur. Et sinon, en plus des partiels, les autres cours continuaient normalement. Le samedi 26 novembre, il y a eu la nuit de l'ENS, c'est le gala de l'école. Et en fait, la première étape avant d'aller au gala, ça a consisté à bien s'habiller parce qu'en fait, quasiment tout le monde dans le gala était en costume. Et du coup, j'avais envie de faire pareil. Et ça implique de trouver un costume, une chemise, des chaussures. Du coup, ça prend du temps. Et les 2 mercredis avant, avec un ami, et d'ailleurs, je le remercie vraiment parce que lui, il avait besoin de rien. Il est juste venu avec moi pour m'aider. On a visité plein d'endroits et on a eu vraiment du mal, je pense, on a eu vraiment du mal à trouver un bon costume. Enfin, ça a demandé vraiment du temps pour trouver. Il a fallu tester plusieurs endroits différents. Et à la fin, on a trouvé un qui était bien à Anthony Garçon. C'est dans le 6e. Donc, si jamais vous avez besoin de chercher un costume, je vous conseille d'aller là-bas. Il y a plein de costumes différents. Ils vendent que ça en fait. Et c'est vraiment de la qualité. Enfin, la qualité, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est vraiment beau. Moi, j'ai trouvé vraiment beau. Je veux dire, par contre, ça coûte un peu cher. Et là, c'est vraiment un avantage d'avoir un salaire parce que du coup c'était assez simple d'acheter, enfin ça posait pas trop de problème finalement d'acheter un costume. Et ensuite, une fois que j'ai acheté le costume, je suis allé à la soirée et elle était vraiment vraiment super bien. Pour moi, c'était la meilleure soirée de l'année. Il y avait beaucoup d'ambiance et puis il y avait différentes d'autres gens d'autres écoles qui sont venus. Il y avait des activités, il y avait plein de choses dans le nez. C'était vraiment vivant. Donc, j'ai pris quelques vidéos avec mon portable et je vous les montrerai plus tard. Mais vraiment, c'était la meilleure soirée de l'année pour moi. Mercredi 30 novembre, j'ai eu mon exposé d'infos pour le cours de langage formel, complexité et calculabilité. L'exposé s'est assez bien passé, je pense. Et ensuite, on a eu un petit entretien où le prof m'a posé des questions. À une question, j'avais pas trop d'idées et j'ai réfléchi avant de répondre. Mais j'avais pas l'impression en fait de jouer ma vie pendant l'oral du tout comme je jouais. Enfin, je jouais pas ma vie, mais aux euros pour les concours, c'était vraiment stressant. Et quand il y avait des passages que je savais pas faire, ça mettait un peu de pression et tout. Là, c'était tranquille quoi, je savais pas, j'ai réfléchi, j'ai fait quelques schémas au tableau, et puis à la fin j'ai répondu, et je pense que ma réponse était juste, et c'était vraiment cool comme impression, même le prof lui posait juste des questions pour voir, il n'y avait vraiment pas de pression du tout pendant l'entretien, et ça changeait totalement d'avant, j'étais juste un petit peu anxieux avant de faire l'exposé, mais il n'y avait pas vraiment de pression quoi. Bon, maintenant on arrive au mois de décembre, le samedi 3 décembre, je suis allé à Henri IV, le samedi matin, je suis allé à Henri IV pour en fait parler de mon parcours en prépa. Donc un mois plus tôt, à peu près début octobre, j'ai reçu un message sur ma page Facebook d'une personne qui visiblement a vu ma vidéo YouTube et qui me demandait si j'avais envie de parler de mon parcours à Henri IV ce samedi-là. Du coup, j'ai accepté volontiers. Et
Alors, je peux pas dire grand-chose sur cette matinée parce que j'ai essayé de chercher des informations après coup et j'ai perdu le planning de la matinée, donc je peux pas dire précisément ce que c'était. En tout cas, c'était une matinée organisée par l'association des parents d'élèves d'Henri IV. Donc, ils ont un site internet qui s'appelle FCPE Henri IV pour ceux qui seraient à Henri IV ou qui voudraient être au courant de ça. Et du coup, ils ont présenté, je pense, les différentes. Enfin, ils ont parlé d'abord de la filière littéraire et après de la filière scientifique. Et moi, ils m'ont demandé de venir vers 11 heures. Et au moment où je suis venu, il y avait une dame qui présentait et qui parlait de l'aspect. Elle parlait de l'organisation et des concours. Et elle me demandait à plusieurs moments de me demander comment pour moi, ça s'était passé, etc. Mais en fait, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression qu'à Paris, en fait, la période des oraux et des écrits se vit pas du tout de la même manière que moi, enfin, de ce qu'elle racontait. Du coup, il y avait pas mal de moments où c'était pas vraiment similaire, mais après, de manière générale, sur l'organisation pendant l'année, etc., enfin, ça se ressemblait. Mais sur les passages, par exemple, quand vous allez passer les écrits, quand les Parisiens vont passer les écrits, les centres d'examen sont souvent très loin, alors que moi, à Fermat, c'était juste à côté, j'avais un bus et en 20 minutes j'y étais, enfin, c'était quand même assez différent. Ensuite, le vendredi 9 décembre, il y a eu le forum des écoles à Fermat. J'ai pu y aller cette fois-ci, j'ai pu retourner cette fois-ci à Fermat parce que c'était pas pendant le week-end. Le matin, on est parti très tôt pour arriver sur les coups de 10 heures à Toulouse. Comme le nom l'indique, c'était le forum des écoles. Du coup, il y avait plein d'écoles qui sont revenues et ça m'a permis de revoir ma classe de spé et plus les subs qui maintenant sont des spé, mais plus les personnes, enfin en gros, de revoir plein de gens de prépa. Et c'était vraiment super bien. Il y avait une très bonne ambiance et puis j'ai parlé un petit peu d'Ulm avec mes amis de Ulm qui ont intégré aussi. Et par contre, le samedi, j'ai dû repartir le matin sur Paris à cause de mon cours à Optimal. Enfin, à cause. Il y avait mon cours à Optimal et du coup, j'ai dû repartir le samedi matin. Là aussi, j'étais encore triste, mais comme j'ai dit, enfin, on aurait pu, en plus, le truc, c'est qu'on aurait pu me remplacer. Mais moi, personnellement, j'avais un engagement et je voulais pas louper pour louper des cours. Enfin, j'aurais pu louper beaucoup plus de cours, je pense, dans l'année, mais personnellement, j'avais pas envie de louper des cours. Je sais pas, je me disais que je m'étais engagé dans un truc et il fallait que je suive que j'y adhère. Et puis, je pensais à chaque fois que je loupais les cours, je me mettais à la place des élèves et enfin, pour des élèves, voir le prof changer à chaque fois, je trouve que ça fait pas vraiment professionnel. Donc, ben, je suis parti le samedi matin et je suis allé faire mon cours à Optimal. Enfin, je vais vous parler de la dernière semaine avant les vacances de Noël. Alors, j'ai divisé cette semaine en deux parties. La première partie, c'est ce qui n'est pas spécifique à mon parcours à l'ENS. Et la deuxième partie, c'est vraiment ce qui est spécifique à mon parcours à l'ENS. Donc, pour la première partie, en fait, pendant cette semaine, on a eu plein de projets à rendre. Donc, par exemple, tout le projet du cours d'Algo, 50% du projet de système digital et 50% du projet de compilation. Le mercredi, on a eu une réunion de stage de fin d'année. Alors les stages de fin d'année, ils ont lieu 8 semaines pendant juin et juillet. Les cours se finissent à peu près le 2 juin. Et ils ont lieu hors Île-de-France forcément, mais pas forcément à l'étranger. La date limite pour rendre les stages, c'était le 17 mars cette année, mais avant, il faut faire signer une convention de stage et ça peut prendre du temps. Donc on nous a conseillé de vraiment s'y prendre tôt. Et la personne qui gère les stages, qui gérait les stages cette année, donc Pierre Sénélard, c'est-à-dire mon tuteur, a proposé mi-janvier, donc il a mis en ligne mi-janvier une liste de stages, tous en France et aucun à l'étranger, mais enfin, il n'a pas mis de stage à l'étranger, mais on pouvait en prendre bien sûr, sur son site internet, donc il a mis une liste de stages et on pouvait choisir les stages parmi cette liste. Donc ça facilite beaucoup la recherche de stages. En fait, il n'y a aucune recherche de stage, c'est prendre un stage qui est intéressant dans une liste. Et mais moi, par contre, j'avais dans l'idée de faire un stage à l'étranger, en Angleterre peut-être parce que j'avais envie de parler anglais, donc je pense que c'était en Angleterre, et j'avais aussi envie de voyager. Donc à ce moment-là, je savais que j'allais pas prendre un stage dans la liste proposée. Et le jeudi, on a eu un spectacle de danse. C'était le jeudi soir, il y a eu un spectacle de danse. Et après, il y a eu la soirée de Noël. Donc c'était vraiment une soirée très cool aussi. Et pour la deuxième partie de la semaine, c'est-à-dire celle qui est spécifique à mon parcours à l'ENS, le lundi, Vadim m'a envoyé la première version de son Polymath pour tous. Alors il y a plusieurs choses à expliquer dans cette phrase. Déjà, c'est qui Vadim? Vadim, c'est un très bon ami que j'ai rencontré cette année. Et je lui ai demandé si je pouvais citer son nom. Elle m'a dit oui, tu peux même rajouter exceptionnel devant, mais je vais pas le faire. Je veux pas que les gens découvrent sa modestie. Désolé. Et je cite son nom de façon parce que de toute façon, vous allez avoir la possibilité de le trouver facilement en ligne. Aussi parce que ça sera plus simple pour la suite de la vidéo. Parce qu'à plusieurs moments, je vais avoir besoin de parler de ce qu'il a fait ou de lui, donc ça sera plus simple pour le citer. Et deuxièmement, dans la phrase, je dois expliquer ce que c'est Maths pour tous. À la fin de l'année scolaire 2016, en juin, je pense, juin 2016, les élèves du département de maths ont eu un petit déjeuner avec Marc Mézard. Alors Marc Mézard, c'est le directeur de l'ENS. Et en fait, Marc Mézard, chaque année, organise des petits déjeuners avec tous les départements de l'école. Donc les personnes qui étaient au département de maths dans l'année 2015-2016 ont eu un petit déj avec lui à la fin de l'année. Et il y a quelqu'un qui a proposé, qui a évoqué l'idée d'organiser un séminaire d'élèves de maths.
Et l'idée, c'est vraiment de proposer donc un séminaire maths pour tous et qui serait de proposer des conférences pour tous, comme le nom l'indique, donc pour des gens qui ne sont pas initiés aux maths. Alors, je ne sais pas qui et quand exactement a proposé cette idée-là. Ça, je sais pas, je peux pas le dire maintenant. Mais le fait est qu'il y a cette idée qui a été proposée. Et du coup, cette année, c'est-à-dire pendant le premier semestre de l'année scolaire 2016-2017, les élèves de M1, donc qui étaient là, ont organisé ce séminaire et ont proposé des exposés, donc chaque semaine. Et il y a eu un petit problème dans le séminaire qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y avait certains exposés qui étaient pas vraiment pour tous. Il y avait certains exposés qui étaient un petit peu durs à comprendre dans le lot. Mais je pense que moi personnellement, je pense que c'est déjà une excellente initiative ce qu'ils ont fait de proposer déjà de faire un pas vraiment vers le pour tous, quoi, d'essayer de rendre les maths accessibles à tout le monde. Après, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas un exercice facile d'expliquer très simplement des concepts qui des fois sont compliqués en maths. Donc ça peut être très, très compréhensible qu'il y ait eu quelques petits problèmes de ce côté-là. Et en fait, quelle est la suite de ce projet? C'est qu'en fait, Vadim, alors je ne vais pas être très précis dans les détails, c'est plutôt à lui qu'il faudrait demander, mais je ne vais pas demander très précisément. En fait, Vadim a entendu parler de ce séminaire au début de l'année, donc dans la période de septembre, octobre-novembre, je pense, et le concept lui a plu, et il avait envie de faire un exposé pour le séminaire de l'année prochaine. Et du coup, dans son coin, il a commencé à écrire son poly, son exposé, quoi. Et fin novembre, début décembre, il a appris en fait que personne comptait reprendre le séminaire l'année prochaine. Du coup, enfin, je veux pas parler en sa personne, mais il était peut-être un petit peu triste, quoi. Il avait envie que le séminaire perdure. Du coup, il a décidé de le reprendre. Et il m'a demandé, quelques temps après, je sais pas quand, mais il m'a demandé ensuite si j'avais envie de le reprendre avec lui. Alors j'ai accepté directement. Et ben, du coup, il m'a envoyé le lundi, là, il m'a envoyé son poly qu'il avait commencé à écrire. Je l'ai lu, j'ai commenté, j'ai bien commenté son poly, et c'est comme ça en fait que l'aventure Maths pour tous s'est lancée. Et l'objectif premier qu'on a avec ce séminaire, c'est vraiment, vraiment, vraiment de faire des exposés pour tous. Et c'est assez compliqué, mais c'est vraiment l'objectif qu'on va avoir ensuite pendant le reste de l'année avec ce séminaire-là. Et juste maintenant, je tiens à faire une petite remarque, c'est qu'au tout début de la vidéo, j'ai dit que j'allais parler de l'ENS en général, plus des choses spécifiques à mon parcours à l'ENS. Et pour moi, là, le séminaire Maths pour tous, ça fait vraiment partie de quelque chose qui est spécifique à mon parcours à l'ENS. Parce que par exemple, à la place de Vadim, peut-être qu'il y aurait eu plein de personnes qui auraient rien fait, qui auraient jamais eu l'idée de reprendre le séminaire. Et quand Vadim m'en a parlé, peut-être qu'il y aurait eu plein de personnes qui, à ma place, n'auraient jamais voulu continuer à reprendre le séminaire avec lui. Et ce que je tiens vraiment à dire, c'est qu'en fait, l'ENS, c'est une condition nécessaire pour la réalisation de ce projet. Parce que si on n'était pas à l'ENS, on n'aurait certainement pas pu faire ce projet-là. Enfin, en tout cas, entreprendre ce projet-là. Mais c'est loin d'être une condition suffisante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à l'ENS que le projet a eu lieu. Et le message vraiment sous-jacent que je veux faire passer, c'est que c'est pas parce que tu es dans une école, enfin que vous êtes dans une école, une certaine école, et ça, quelle que soit l'école, que votre parcours est tracé. Et il reste encore plein de manières de l'influencer et de le rendre mieux ou moins bien. Je dis pas que ce que j'ai fait, ça rend mieux mon parcours, mais en tout cas, il y a plein de manières de l'influencer. Et il faut vraiment, je pense, le vouloir et être déterminé, avoir des idées, s'investir. Enfin, ça demande vraiment, vraiment un travail. C'est pas acquis que quand une fois qu'on est dans l'école, il n'y a rien d'acquis encore. Et il y a plein de choses à faire et à construire. Ensuite, le samedi, donc toujours de cette même semaine et toujours la partie spécifique à mon parcours, le samedi, j'ai une idée pour le séminaire Maths pour tous qui consistait en fait à se dire, ben, les exposés, ça va être cool parce que les gens de l'ENS vont pouvoir les voir, mais en vrai, ben, ça serait cool si beaucoup plus de gens les voient aussi. Et du coup, j'ai pensé à l'idée de les filmer et ensuite de les retransmettre sur YouTube, par exemple sur la chaîne YouTube de l'ENS. Alors, d'un coup, cette idée-là, je pense qu'elle a donné beaucoup plus d'ampleur au séminaire ensuite par la suite, parce que le fait d'être potentiellement vu par, je sais pas, beaucoup, beaucoup de personnes et partout en France, je pense que ça donne beaucoup d'ampleur d'un coup au séminaire. Et ça aide aussi par conséquent à rendre les exposés meilleurs quelque part, parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose de parfait qui va perdurer dans le temps, je pense. Et ça va aider vraiment, cette idée, je pense, moi ce que je me disais, c'est que ça va aider à faire profiter du séminaire à beaucoup plus de gens, y compris aux gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne sont pas à l'ENS et qui ne peuvent pas aller à l'ENS. Et ça va aussi, bien sûr, aider à connaître l'ENS au-delà de la classe prépa, parce que les maths, ça touche beaucoup plus de personnes. Enfin, moi, au lycée, je regardais déjà plein de conférences de maths, donc avoir des conférences comme ça de l'ENS, maths pour tous, qui sont accessibles pour tout le monde, ça va vraiment aider à faire connaître l'ENS. Et peut-être que c'est
très ambitieux ce que je vais dire là, mais moi dans ma tête j'avais vraiment l'idée que ça pouvait changer aussi des orientations, le fait de permettre de rendre visibles ces vidéos par tout le monde. Moi quand je reprends le cas du lycée, mais je regardais beaucoup de conférences au lycée, etc. Et certainement que les conférences que j'ai regardées de Cohen, Villani, etc. m'ont vraiment beaucoup influencé et m'ont fait quelque part rêver et ont énormément renforcé mon goût pour les maths. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé. Et surtout, notamment, par exemple, une vidéo que j'avais vue sur Cohen qui durait 3 minutes et ça avait l'air de rien. Mais ça a beaucoup influencé après ma manière de travailler en prépa, les maths. Et donc, du coup, je me disais que peut-être qu'il y a des élèves qui verraient cette conférence et qui se diraient qu'il y aura un déclic sur une des conférences ou des exposés. Donc, il y avait vraiment cette idée-là avec la diffusion du séminaire Maths pour tous sur YouTube. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la dernière semaine avant les vacances de Noël. Donc ensuite, il y a eu les vacances de Noël. Les 3 premiers jours, le lundi, mardi, mercredi, j'ai donné encore un stage Python à Optimal. Cette fois-ci, j'ai amélioré le TD en fonction des remarques qu'on m'a fait la semaine d'avant. Enfin, je veux dire au stage d'avant, pardon. J'étais plus rodé et plus efficace et j'ai passé encore un très bon moment. Et ensuite, là, je vais vous parler rapidement de quelque chose qui peut avoir de l'intérêt pour vous. Bon, bien sûr, dans ces vacances, j'ai profité, mais j'ai aussi fini les 2 projets d'infos restants. Ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite, je me suis inscrit aux listes électorales. J'en parle parce que je pense que c'est important d'en parler. C'était la première fois que j'allais voter et je me suis inscrit dans le 5e, juste à côté de Paris. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir un peu à mon emploi du temps du second semestre, à la quantité de cours et aux autres projets que j'avais envie de faire. Et surtout, quelle est la proportion que j'allais laisser dans mon emploi du temps. Donc, je savais que j'avais envie de prendre du temps pour d'autres projets, les projets YouTube en particulier. J'avais des projets YouTube en tête, je vais en reparler après. Et du coup, j'ai un ami qui m'a suggéré de peut-être prendre un jour par semaine pour YouTube. Donc, je réfléchissais à peu près un peu à tout ça pendant ces vacances. Ensuite, je me suis inscrit à Prologin. Alors j'ai découvert Prologin en fait grâce à l'ENS, ou plutôt on va dire à la fin des oraux, au moment des résultats d'admission, j'ai cherché en fait les noms des personnes qui étaient admises à l'ENS en info, et plusieurs avaient participé à ce concours. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Prologin, on va dire, c'est à mes débuts à l'ENS. En fait, c'est un concours d'info ouvert aux moins de 20 ans, mais quand je dis aux moins de 20 ans, c'est si tu as 15 ans ou 16 ans, tu peux y participer. Moi, à cette époque-là, je savais pas du tout que ça existait. Il y a un site internet, hein, vous pouvez aller voir tous les détails. Et ça marche en 3 étapes. La première étape, c'est une phase de qualification. Alors là, tout se fait depuis sa chambre, enfin depuis son ordi. Il propose en fait 5 problèmes et il faut avoir un certain nombre de points pour être qualifié. Donc ça ne veut pas dire forcément résoudre les 5 problèmes. Et enfin, je sais pas en fait vraiment concrètement comment ils font les qualifications, mais je pense que c'est ça. Il faut les avoir avoir ce nombre de points avant fin janvier, pardon. Et personnellement, j'ai pris le temps pour valider les 4 premiers problèmes et je me suis qualifié. Ensuite, la deuxième étape, c'est les épreuves régionales. Donc il y a plusieurs centres en France, il y en a plusieurs à Paris et beaucoup dans le reste de la France. Ça consiste tout simplement en une journée avec des épreuves. Les journées vont de fin janvier à mi-mars, donc c'est étalé dans le temps. À Paris, comme j'ai dit, il y en avait plusieurs, mais en fait, moi personnellement, chacune des dates, j'étais pas libre, donc j'ai pas fait l'épreuve régionale, donc j'ai pas continué l'aventure. Peut-être que j'aurais pas été qualifié non plus, je sais pas. Et enfin, la troisième étape, c'est la finale. Elle a lieu à Paris, elle dure 3 jours. Et l'idée, c'est de coder une intelligence artificielle. Et donc, chaque candidat code l'intelligence artificielle. Et après, ils font affronter les programmes des candidats l'un contre l'autre. Et ils font le classement en fonction de ça. C'est celui qui a fait la meilleure intelligence artificielle, qui a gagné le maximum de matchs, qui remporte qui remporte le concours. Et les repas sont gratuits. Et aussi, il y a une salle pour dormir. Et donc ça, je pense que donc en gros, les gens ont juste à payer le déplacement. Et je pense que c'est une bonne chose ça pour participer au concours si vous ne le saviez pas. C'est vraiment très très peu cher la participation. Donc je vous conseille de regarder et peut-être d'y participer si vous pouvez. Et il y a plein de personnes de l'ENS qui ont fait ce concours en info surtout. Je dirais peut-être une dizaine en info. Enfin en info je sais pas, mais on va dire une dizaine quoi. Et par exemple le deuxième là, de cette année, il est de l'ENS, le deuxième du concours. Et tant que j'y suis, je vais parler aussi d'autres concours dont j'ai entendu parler à l'ENS, en info surtout, et qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait. Il y a un autre concours, c'est le Google Hashcode. En fait, là, il y avait plusieurs équipes de l'ENS qui ont participé. Ça a eu lieu le 23 février. Et je ne connais pas vraiment les modalités de cette épreuve. Ça dure quelques heures et on est par équipe. Mais j'ai toujours pas participé à ce concours. Et il y a un troisième concours. Alors, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut parler de concours, mais c'est un site internet qui s'appelle Codeforce. Et il y a plusieurs personnes en info qui participent. Et là, c'est aussi une compétition. En fait, tous les 3-4 jours, il y a des ensembles de problèmes mis en ligne sur le site. Et vous avez 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ça dépend des ensembles de problèmes pour les résoudre. Et en fonction de ça, ça donne des points et un classement à la fin.
Donc voilà à peu près pour les vacances de Noël. Donc j'ai ensuite repris les cours. Du lundi 9 janvier au vendredi 13 janvier, en info, j'ai eu une soutenance de projet, un projet à rendre et un examen. En anglais, j'ai eu un examen. Et à Optimal, j'ai eu des copies à corriger. Donc ça, c'était une première expérience. C'était la première fois en fait que je corrigeais des copies. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'Optimal propose dans son cycle annuel aussi deux concours blancs, je dirais. Un vers décembre là et un plus loin dans l'année. C'est une épreuve de concours, donc, enfin, ils refont une épreuve de concours, donc ça dure 4 heures. Et du coup, moi j'ai dû corriger les copies de mes élèves, des personnes qui étaient dans mon cours à l'année. Donc j'avais à peu près 6 copies à corriger, et c'était la première fois. Alors ce que je peux dire sur la correction des copies, c'est que ça m'a pris du temps. Je pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps. Enfin, autant de temps, je pense, je passais 45 minutes à peu près par copie, et les copies n'étaient pas forcément très très longues, il y avait deux copies doubles à peu près, pour donner un ordre d'idée. Et ça m'a aussi appris à mettre des notes. Bon, c'était un peu plus facile là parce qu'on a un barème, on peut faire son propre barème, etc. Donc c'est plus facile de noter, je trouve. Et ça permet aussi, encore une fois, comme je l'avais dit pour l'école, ça permet de comprendre en fait les remarques que nous faisaient les profs. Typiquement, par exemple, encadrer les résultats en rouge, ça c'est super bien parce que tu regardes la copie et hop, tu vois directement les résultats et ça permet de savoir déjà si la personne a le bon résultat. Enfin, ça permet d'aider à comprendre la réponse et aussi, par exemple, souligner les passages clés d'une démonstration, par exemple les hypothèses, etc. Je pense que c'est bien parce que c'est ce qu'on cherche en fait. Quand on corrige la copie, on cherche à voir si le mec a parlé des hypothèses et tout. Donc si on les souligne, ça c'est du bien, ça fait du bien pour le correcteur. Et aussi un deuxième truc que j'ai remarqué et que les profs nous disaient de pas faire, c'est d'entourlouper le correcteur. Et par exemple, moi je prends mon exemple, il y a une copie où je me suis fait, au début je l'ai pas compris, il y avait un passage que je comprenais pas. Je me disais putain c'est pas possible, il manque un truc là, genre enfin il y a pas comment il fait pour passer de cette ligne à cette ligne là et je sais pas, ça avait pas de sens. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis quasi sûr qu'il est en train de m'entourlouper. Mais le truc, c'est que quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà passé 15 minutes juste sur cette partie-là de la copie. Et ben, quand tu comprends que tu t'es fait avoir, ça fait rager un peu. Donc moi, c'est pas bien grave. Mais je veux dire, une copie de concours, le mec, il va pas être de bonne humeur après pour continuer à corriger la copie. Ensuite, du lundi 16 au vendredi 20 janvier, en info, j'ai eu une soutenance et trois examens, et en maths, j'ai eu trois examens. Et enfin, la dernière semaine de janvier, on est parti, c'était la semaine de ski de l'ENS, organisée par le BDS. Du coup, j'ai dû trouver pour Optimal un remplaçant, c'était le même que la fois d'avant. Et là, c'était une semaine totalement repos, enfin, c'était vraiment une semaine entre les deux semestres et totalement repos. J'ai pris quelques vidéos avec mon portable aussi, je vous les montre plus tard dans la vidéo. Et concernant les résultats des examens, en fait, on a commencé à avoir des résultats des examens. Et comme je vous ai pas parlé aussi des partiels que j'avais avant, maintenant je vais vous parler juste faire un point sur les notes. Du coup, là, je vous montre les notes. J'ai eu des notes en info, en maths et en anglais. Je vous marque ici seulement les notes parce qu'en fait, j'ai pas les classements, ils les donnent pas. Et en fait, c'est vraiment pas l'état d'esprit. Enfin, l'état d'esprit, il est plus du tout à classer les élèves. Bon, c'est vraiment plus la mentalité. Vous pouvez voir que dans mes notes, j'ai eu un 8 en examen de compile. C'est parce que l'examen était, moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment dur et il était pas facile. Il y a eu des gens qui ont eu des très bonnes notes, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a dû avoir des 20, mais après, c'est comme partout, il y a des très bonnes notes et des moins bonnes. Une autre chose, c'est que là, du coup, comme il n'y a pas de classement, vous pouvez pas vraiment voir où est-ce que je me situe. J'ai mis la moyenne pour essayer de vous aider, mais pour moi m'aider aussi à me situer. Mais c'est pas très facile de le voir parce qu'il y avait des gens qui avaient des très 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 bonnes notes. Et du coup, là, en général, je pense que j'étais soit dans le troisième quart, soit dans le dernier quart. J'ai jamais minoré une matière, mais j'étais jamais bien classé du tout. Et j'ai pas eu de rattrapage, c'est-à-dire, enfin, le rattrapage c'est un oral quoi, et j'ai pas eu de rattrapage donc j'étais assez content. Et ensuite, dernière chose sur ce semestre, et sur les notes, c'est l'état d'esprit, comment j'abordais les notes. Alors moi, personnellement, je m'en foutais, enfin, c'était vraiment pas important d'être dernier et de pas avoir de bonnes notes. Alors, bien sûr, les gens vont me dire, t'es à Ulm, du coup, c'est bon, maintenant, si t'as pas des bonnes notes. Mais franchement, quand même, c'est pas... Ok, maintenant, je suis à Ulm, donc ça aide pour relativiser. Mais quand même, avoir des mauvaises notes, quand il y a plein de gens qui ont 20 et toi, t'as 12 et t'as beaucoup plus travaillé qu'eux, peut-être, c'est quand même pas facile. Mais en fait, moi, c'est pas ce qui m'importait. C'est-à-dire, ok, ça fait pas plaisir de pas avoir des bonnes notes, mais au fond de moi-même, je savais que c'était pas important. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était de vraiment bien comprendre le cours et de sentir qu'à la fin du cours, j'avais appris quelque chose, que j'allais pouvoir le réutiliser plus tard. Et des fois, j'étais même énervé, enfin, ça m'énervait même de me dire, de penser que je pouvais quitter le cours, à avoir fini et avoir validé la matière sans avoir maîtrisé le cours. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Du coup, chaque cours, je m'investissais pour vraiment avoir tiré quelque chose de ce cours-là et que je me dise qu'après coup, plus tard, il me servira. Alors peut-être qu'il y aura plein de cours qui me serviront pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux vraiment me dire que j'ai appris des choses dans ce cours-là et c'est vraiment ce qui m'importait vraiment au-delà des notes et du classement.